et à tous. Alors, nous sommes aujourd'hui le 9 juillet 2023. Il est 22h10 et je voulais faire un bilan aujourd'hui du combat que je mène contre le déni de justice de deux juges administratifs dont vous voyez les noms apparaître à l'écran, c'est-à-dire Éric Mess, qui est à la Cour d'appel administrative de Nancy, et Philippe Christille, qui est au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Et donc, j'ai lancé ce combat contre ces deux juges qui refusent de protéger mes droits. Je l'ai lancé le 9 juin 2023 en leur faisant délivrer des sommations interpellatives par huissier. Bon, et donc cela fait exactement un mois, date à date, que ce combat a commencé et je savais que ce serait chaud, mais ça s'est confirmé. Alors aujourd'hui, j'avais justement envie de vous faire un petit bilan de ces 4 semaines de combat et en plus aujourd'hui c'est un jour particulier parce que c'est mon anniversaire, donc aujourd'hui j'ai 61 ans. Voilà, et je suis toujours aussi combative pour défendre mes droits de citoyenne de la République française. Ce que je voulais vous expliquer, c'est donc faire le bilan de ces 4 semaines et commencer par contextualiser ce combat. Donc, je vous invite à écouter sur ma chaîne Canal Jack, sur ma chaîne YouTube Canal Jack, je vous invite à écouter cet entretien qu'on a fait avec mon ami Jean-Baptiste le 16 juin 2023. Et il avait préparé beaucoup de questions après avoir vu plusieurs des vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne concernant le harcèlement moral du rectorat de Reims à mon encontre depuis le 1er juillet 2016. C'est le jour où j'avais déposé plainte au pénal pour harcèlement moral contre une cheffaillonne d'un collège des Ardennes qui s'appelle Nathalie Aulas-Mauffret. Et cette plainte, ce dépôt de plainte pénale, a en quelque sorte déclenché une guerre à mort avec le rectorat de Reims, puisqu'elle s'est terminée, elle a culminé avec la révocation, le conseil de discipline en 2019 et une révocation en 2019, puis une seconde révocation en 2021, parce que la première avait été annulée par un tribunal administratif. Donc, vous voyez, c'est vraiment une guerre à mort avec le rectorat de Reims, et c'est le rectorat qui me l'a déclaré, cette guerre, bien sûr. Et donc, voilà, dans cet entretien du 16 juin 2023 avec Jean-Baptiste, il avait préparé des tas de questions, je ne les connaissais pas, et donc l'entretien a duré 2h26, et pour moi, ça a été un véritable régal. Mais évidemment, pour la plupart des gens qui n'ont pas le temps d'écouter une telle longueur d'émission, eh ben, je vous conseille de l'écouter en plusieurs parties. Et d'ailleurs, si j'ai le temps, je dois faire plusieurs parties que je publierai après dans la catégorie vidéo de ma chaîne YouTube. Donc, le contexte, tout simplement, c'est que, j'ai dénoncé en 2016 le harcèlement moral d'une cheffaillonne, donc Nathalie Aulas-Mauffret, et en 2018, j'ai dénoncé le harcèlement moral d'une cheffaillonne qui s'appelle Valérie Richard, qui était au collège de Suippes, donc vous la voyez en bas à gauche. Et le simple fait de dénoncer ces deux comportements délictueux, parce que le harcèlement moral est un délit pénal, ce fait, ça m'a attiré donc des représailles de la part de la rectrice de l'Académie de Reims à l'époque, qui s'appelle Hélène Incel, et que vous voyez en haut à droite de l'écran, et puis donc de la part, bien sûr, du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, qui s'appelait Jean-Michel Blanquer. Et au milieu de l'écran, vous voyez donc le rectorat de Reims, le bâtiment du rectorat de Reims à Reims. Et puis, juste au-dessus du bâtiment, vous voyez un monsieur qui a une muselière, qu'on appelle aussi masque facial, soi-disant pour protéger contre le Covid. Donc ce monsieur, c'est le nouveau recteur qui a succédé à Hélène Incel et qui s'appelle Olivier Brandouille. Et il suit les traces de sa prédécessrice, puisque, par exemple, Olivier Brandouille refuse de me communiquer des documents administratifs auxquels j'ai droit, de par la loi et de par la Constitution. Et puis, en bas à droite, vous avez quelqu'un qui est un délinquant en col blanc première catégorie. Donc, il s'agit de Cyril Bourgerie, le directeur des ressources humaines du rectorat de Reims. Donc, il est arrivé à peu près au printemps-été 2018. Je l'ai rencontré une première fois, la seule fois d'ailleurs que je l'ai rencontré, le 21 septembre 2018.
on a discuté dans son bureau, j'étais avec mon avocate et on a discuté pendant 2 heures et j'ai enregistré cet entretien et j'ai fait la transcription de cet entretien, je l'ai fait verser à mon dossier administratif. Et donc, Cyril Bourgerie, c'est en quelque sorte le bras gauche de la rectrice d'académie. Et donc, il a, comment dire, il a orchestré l'entreprise de placardisation, il a supervisé la constitution d'un dossier disciplinaire totalement irrégulier, parce que non communiqué à moi-même pendant qu'il était en train de le constituer. Et puis surtout, il a organisé donc un conseil de discipline, là aussi totalement irrégulier, avec un mensonge énorme sur la soi-disant complétude de mon dossier administratif et avec une manipulation frauduleuse de mon dossier qui peut être qualifiée pénalement de faux et usage de faux. Voilà, donc ces gens que vous voyez là, eh bien, ce sont les hiérarques. J'ai l'habitude d'appeler ces gens-là des hiérarques parce qu'ils font partie de la hiérarchie de l'éducation nationale et en tant que tels, ils se croient au-dessus des lois, au-dessus du droit et au-dessus, bien sûr, de nous, pauvres petits fonctionnaires et pauvres petits citoyens et citoyennes de la République française. Donc ces gens-là, ce sont ces gens-là qui m'ont fait du mal depuis 2016, qui m'ont pourri la vie depuis 2016, et donc ce sont contre eux, c'est contre eux que je me défends avec les droits que m'a donné la République française. Voilà. Alors, le harcèlement moral, donc si vous voulez connaître beaucoup plus précisément ce que c'est, comment ça fonctionne, si vous voulez, de la part des harceleurs et comment on le combat, eh bien, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai publiées donc sur ma chaîne YouTube Canal Jacques, parce que vraiment, je montre des documents à l'écran, je nomme les gens, je décris précisément comment cela se passe. Et donc, si vous avez envie de découvrir ce fléau dans l'éducation nationale, je vous invite à regarder des vidéos. Et dans l'entretien avec Jean-Baptiste, eh ben, en fait, c'était un entretien qui me permettait de me remettre dans le bain parce que je n'avais pas fait de direct ni de vidéo sur ma chaîne depuis au moins 2 ans. Et Jean-Baptiste m'a permis, si vous voulez, de rebrosser un tableau général. Et en plus, c'était un portrait aussi personnel de moi-même que ça a aidé, que Jean-Baptiste m'a permis de faire. Voilà. Le déni de justice. Alors, le déni de justice, c'est que pour lutter contre les décisions du recteur, de la rectrice d'académie, puis ensuite du ministre, décisions qui m'ont fait grief, qui m'ont porté préjudice, eh bien, je me suis adressée à des juges administratifs. Parce qu'il y a la juridiction administrative qui est différente de la juridiction judiciaire pénale. Et donc, normalement, ces juges administratifs ont des missions bien déterminées et clairement formulées. Je vous ai mis ces 3 missions principales. La première, c'est d'obliger les administrations publiques à respecter le droit avec un D majuscule. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que les juges administratifs doivent repérer les abus de pouvoir de l'administration, doivent repérer les décisions qui sont irrégulières parce qu'elles outrepassent les pouvoirs de l'administration et ils doivent les sanctionner. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est de protéger les droits des administrés et des citoyennes. C'est-à-dire que quand vous avez recours à un tribunal administratif, ce n'est pas forcément parce que vous êtes un ou une fonctionnaire. Ça peut être aussi que vous êtes un ou une citoyen et citoyenne et que il y a des décisions administratives qui vous font grief. D'accord? Donc, quand vous avez recours à ces juges administratifs, eh bien, normalement, ils et elles doivent respecter vos droits. Par exemple, dans mon cas, ce sont ces droits-là qui ne sont pas protégés. Le droit à un procès équitable, qui est dans l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits humains, l'égalité des armes avec l'administration, c'est-à-dire que le juge, le ou la juge doit veiller à ce que l'administration n'ait pas plus de, comment dire, d'armes que moi, que je ne sois pas handicapée par rapport à ce que peut l'administration avec son rouleau compresseur. Ils doivent aussi protéger, les juges administratifs, le principe constitutionnel du contradictoire, c'est-à-dire que les juges ne doivent pas permettre que moi, en tant que fonctionnaire, je n'ai pas accès à des documents auxquels l'administration a accès, par exemple. Et puis,
le droit d'accès aux documents administratifs, c'est-à-dire que lorsque je demande à mon administration, c'est-à-dire le rectorat de Reims, lorsque je lui demande des documents, eh bien, si je ne les obtiens pas, c'est le juge administratif qui doit ordonner au rectorat de Reims de me les communiquer. Et puis, la troisième mission des juges administratifs, c'est d'ordonner une réparation financière des préjudices qui ont été causés par les abus de pouvoir des administrations. Et ces réparations financières, je l'ai déjà demandé à 2 reprises, et comme le juge du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à la cour d'appel de Nancy, eh bien, ils étaient plutôt du côté de l'administration, ils ont refusé cette demande indemnitaire, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas en refaire une autre dans quelques temps. Donc ça, c'est les missions des juges administratifs. Et pour obtenir donc que les juges protègent mes droits, eh bien, j'ai demandé depuis 2019 et dans les sommations que j'ai fait délivrer le 9 juin 2023, j'ai demandé 2 mesures d'instruction. 2 mesures simplement d'instruction. J'ai demandé au juge que, premièrement, il ordonne au rectorat de l'Académie de Reims de me communiquer des documents administratifs, parce que c'est mon droit légal et constitutionnel. Et j'ai demandé aussi qu'ils ordonnent au rectorat de Reims de me laisser consulter mon dossier administratif afin de prouver qu'il y a eu une manipulation frauduleuse dans mon dossier en 2019, juste avant le conseil de discipline. Pourquoi j'ai demandé ça aux juges administratifs? Parce qu'ils ont un devoir d'instruction. Quand les juges ont un dossier à juger, quand ils ont un litige à régler, ils ont des documents à examiner. Mais si ces documents ne leur suffisent pas, ou si les personnes qui ont déposé des recours font des demandes d'instruction, eh bien, normalement, les juges doivent écouter ces demandes d'instruction. Et pour arriver à la vérité, dans certains cas, les juges doivent prendre ces demandes d'instruction, ces mesures d'instruction. Donc, l'instruction d'une affaire à juger, c'est une formalité essentielle dont la violation conduit à la censure pour vice de procédure. Ça, c'est un arrêt du Conseil d'État de 1957. Il y a un article dans le Code de justice administrative qui dit que les juges peuvent demander aux parties, pour être jointes à la procédure, toute pièce ou tout document utile à la solution du litige. Et il y a des dizaines d'arrêts de jurisprudence du Conseil d'État ou des cours d'appel administratives qui disent que oui, les juges administratifs doivent ordonner toute mesure d'instruction qu'ils estiment nécessaire à la solution des litiges et notamment, doivent ordonner aux administrations la communication des documents qui vont permettre aux juges administratifs de vérifier les allégations des requérants. Or, moi, depuis que j'ai déposé mon premier recours au tribunal administratif en janvier 2017, je n'arrête pas de dire et d'écrire qu'il y a eu des irrégularités de la part du rectorat de Reims, des irrégularités notamment dans le conseil de discipline de 2019, et que donc, c'est à cause de ces irrégularités qu'il faut annuler ce conseil de discipline et qu'il faut annuler les 2 révocations qui ont eu lieu à la suite du conseil de discipline. Et donc, je formule des accusations et je donne aux 2 juges à Nancy et à Châlons, je leur donne des éléments de preuve. Et les juges, avec ces éléments de preuve que je leur donne, eh bien, devraient accepter mes demandes et devraient ordonner la communication des documents. Comme ça, j'aurai absolument toutes les preuves. Et puis, la consultation de mon dossier administratif. Or, malheureusement, depuis que je fais ces demandes à ces 2 juges que vous voyez à l'écran, qui sont premièrement à droite, Philippe Christie, qui est au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans la Marne, et Éric Mess, qui est à la cour administrative d'appel de Nancy dans la Meurthe-et-Moselle, eh bien, depuis que je fais ces demandes explicitement par écrit, c'est-à-dire depuis l'automne 2021, eh bien, ni Philippe Christie, ni Éric Mess ne prennent en considération mes demandes. Mais bien sûr, ils ne m'écrivent pas noir sur blanc. Madame Chassard, vous commencez à nous pomper l'air, là, franchement, et puis ce que vous demandez, de toute façon, on ne vous le donnera pas, parce que peut-être qu'on veut protéger le rectorat de Reims. Bien sûr que non, qu'ils vont écrire ça. Simplement, comme ils ne font rien depuis presque 2 ans, comme ils ne font rien, ça revient à un refus implicite. Voilà. Et c'est pour ça que je les accuse de déni de justice, parce que dans l'article 26 de la loi 2007-1787 du 20 décembre 2007, eh bien, il y a eu la définition d'un déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes, c'est le cas, ou négligent de juger les affaires en état et en cours d'être jugées, c'est le cas depuis presque 2 ans,
eh bien, il y a déni de justice. Voilà. Et j'ai prévenu Philippe Christie et Éric Mess que je pouvais porter plainte au pénal contre eux pour déni de justice s'ils refusaient toujours de prendre ces 2 mesures d'instruction. Et ce qui est encore plus scandaleux, je vous ai déjà montré ces documents 2 ou 3 fois, c'est que en 2020 et en 2023, dans un recours qu'une collègue enseignante en Martinique a déposé dans la même situation que moi, c'est-à-dire qu'elle faisait face à du harcèlement moral aussi bien dans son établissement scolaire que de la part du rectorat de Martinique. Donc, elle a déposé des recours en excès de pouvoir et là, le tribunal administratif de Martinique a fait son travail. C'est-à-dire qu'en 2020 et en 2023, jugeant que le rectorat n'avait pas communiqué suffisamment de documents pour que le juge puisse se faire son idée sur le litige, eh bien, le juge administratif a ordonné au rectorat de Martinique de produire des documents et le rectorat de Martinique a dû obéir. Voilà. Donc, si un juge administratif en Martinique qui fait bien son travail, correctement son travail, normalement son travail, je ne vois pas pourquoi M. Christie à Châlons-en-Champagne et M. Éric Mess à Nancy ne feraient pas pareil. Et s'ils ne font pas pareil, il faut quand même se poser la question, est-ce que par hasard, ils ne voudraient pas protéger les hiérarques du rectorat de Reims? Donc, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai préparé, parce que j'y pense depuis l'automne 2022, mais comme j'ai eu un long passage à vide, eh bien, je n'ai pas pu le faire avant le mois de juin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour me défendre? Eh bien, je leur ai fait délivrer une sommation interpellative dans laquelle je rappelais tous les arguments pour qu'ils respectent, ils prennent ces 2 mesures d'instruction. Je leur ai rappelé les droits, mes droits en tant que citoyenne de la République. Je leur ai rappelé, encore une fois, une douzaine d'arrêts de jurisprudence qui montrent que ces juges ont un devoir d'instruction. Eh bien, je leur ai donc fait délivrer cette sommation interpellative. Donc, le 9 juin 2023 à Éric Mess à Nancy. Et là, vous voyez à l'écran l'enregistrement de cette sommation dans la procédure. Et puis, à Châlons-en-Champagne, je l'ai fait délivrer non pas par huissier de justice, mais en enregistrant directement ma sommation par télérecours citoyen. Alors, à Châlons-en-Champagne, pourquoi est-ce que je n'ai pas pu faire délivrer par huissier de justice? C'est tout simplement parce qu'il y a eu une demi-douzaine d'huissiers et d'huissières qui m'ont dit « Ah, mais attendez, Madame Chassard, nous, on peut pas délivrer de sommation à un juge administratif parce que sur le papier, les juges administratifs, ils sont indépendants et nous, si vraiment on les somme de faire quelque chose, on risque d'être sanctionné. Et puis, ça s'est jamais fait. On n'a jamais entendu parler de ça, Madame Chassard. Donc, non, nous, on n'a pas envie. » Alors, comme moi, il m'a semblé que ce n'était absolument pas normal que des huissiers et des huissières me refusent leur ministère, eh bien, je me suis adressée à la Chambre nationale et à la Chambre régionale des huissiers de justice. Et là, j'ai eu 2 réponses comme quoi, non, finalement, c'est pas possible. Mais il n'y avait aucun texte qui le justifiait. Donc, j'affirme de nouveau que oui, des huissiers et des huissières de justice peuvent délivrer des sommations interpellatives à un juge administratif. Parce que les juges administratifs ne sont pas des juges indépendants, étant donné que leur statut est régi par le statut de la fonction publique d'État. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y avait aucun empêchement à ce que ces sommations soient délivrées par huissier de justice. Donc ça s'est passé le 9 juin 2023 et le 26 juin 2023 pour le juge de Châlons-en-Champagne. Comment a réagi monsieur Éric Mess à Nancy, à la cour d'appel de Nancy? Eh bien, pendant 3 semaines, il n'a rien répondu. Il a reçu la sommation le 9 juin 2023. Et puis, en fait, il s'est réveillé le 29 juin. 3 semaines après. Pendant les 3 semaines, non. À mon avis, il n'avait même pas regardé dans la procédure. Hein. Et donc, pourquoi il s'est réveillé? Parce qu'il était en copie d'un courriel que j'ai envoyé justement à la Chambre nationale des huissiers de justice le 28 juin. Et là, il a appris, M. Éric Mess, que je lui avais fait délivrer une sommation par huissier. Donc, à mon avis, il a dû être un petit peu vexé. Et qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de clôturer l'instruction de mon recours qui donc avait débuté en septembre 2021. Donc, depuis plus de 18 mois, il n'avait rien fait. Il n'a rien fait, M. Éric Mess, pour examiner les dossiers, pour voir si ce que je disais était vrai. Non, il n'a rien fait. Mais là, dès qu'il apprend que je lui ai fait parvenir une sommation interpellative, mesure de rétorsion, paf, il dit « Madame Chassard, je vais clôturer l'instruction au 17 juillet. » Et ça, c'est important parce que quand il va clôturer l'instruction, il va pouvoir fixer une date d'audience. Et ça sera l'avant-dernière étape avant le jugement.
Et à mon avis, monsieur Éric Mess, ce n'est que mon avis, bien sûr, hein, attention, c'est mon opinion personnelle. Donc, monsieur Éric Mess, tout ce qu'il a envie, c'est de se débarrasser de la patate chaude. Et donc, il se dit, ben, plus vite je vais fixer l'audience, plus vite je vais rendre le jugement, et si jamais je déboute Madame Chassard, eh ben, elle devra aller au Conseil d'État. Donc, ça lui fera encore de l'énergie perdue, encore de l'argent perdu, et peut-être qu'à un moment donné, elle va abandonner. Ça, c'est mon opinion personnelle. Évidemment, je ne suis pas dans la tête de monsieur Christie. Mais donc, voilà ce qu'il a décidé. Donc, du coup, eh ben, j'ai dû répondre, j'ai dû riposter. Parce que c'est une atteinte, encore une fois, à mes droits. C'est comme s'il me donnait une gifle, si vous voulez. C'est comme s'il me disait tout ce que vous me dites, Madame Chassard, avec tous vos arrêts de jurisprudence, avec tous vos droits ceci, vos droits cela, je n'en ai rien à faire et c'est moi qui suis seul maître à bord et c'est moi qui décide. Voilà, c'est un peu comme s'il me disait ça. Et donc, du coup, eh ben, j'ai fait ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire que j'ai envoyé des courriels d'interpellation. Qu'est-ce que c'est des courriels d'interpellation? Ce sont des courriels qui sont adressés, bien sûr, à une personne, destinataire principal, mais je peux mettre jusqu'à 99 personnes en copie ouverte. Et donc, ça veut dire que quand M. Éric Mess ou M. Philippe Christie reçoivent un courriel de moi-même, eh bien, ils comprennent qu'il va y avoir 99 personnes qui vont aussi le lire. Et ces 99 personnes, eh bien, évidemment, je les ai choisies. Donc, quand j'écris à M. Éric Mess ou à M. Philippe Christie, eh bien, je mets en copie, premièrement, les collègues de M. Christie au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Et par exemple, à gauche, vous voyez M. Alain Poujade, qui est le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Je mets aussi Mme Favier Sylvie, qui est présidente de la Cour d'appel de Nancy, donc c'est la chef de M. Éric Mess. Et puis j'ai mis aussi les membres du Conseil d'État. Parce que le Conseil d'État en France, c'est le niveau, c'est le troisième et dernier niveau de la juridiction administrative. Et normalement, je dis bien normalement, ce sont des personnes qui sont encore plus compétentes que les membres des cours d'appel administratives ou des tribunaux administratifs, qui sont encore plus compétentes pour pouvoir protéger les droits des administrés. Normalement. Donc là, vous voyez, deux personnes très, très importantes au Conseil d'État à qui j'ai mis mes courriels en copie. Donc, à gauche, vous voyez, il s'agit de monsieur Didier Roland Tabuteau, c'est le vice-président du Conseil d'État. Et à droite, vous voyez madame Brigitte Fémolan, c'est la présidente de la mission d'inspection des juridictions administratives. Voilà. Donc, depuis le 29 juin 2023, j'en suis à mon 6e courriel que j'ai envoyé, soit directement à monsieur Éric Mess, à monsieur Philippe Christie, soit à madame Brigitte Fémolan, ou à madame Sylvie Favier, ou à monsieur José Martinez, qui est le vice-président de la Cour d'appel administrative de Nancy. Voilà. Donc, j'ai fait ces courriels, j'en ai fait 6 depuis le 29 juin 2023, et je peux vous dire que préparer un courriel d'interpellation, ça me demande énormément de travail parce qu'il faut que je réfléchisse non seulement à la formulation, mais il faut aussi que je réfléchisse aux exemples que je dois mettre pour pouvoir convaincre mes interlocuteurs. Et je leur ai mis, à chaque fois, en fin de courriel, je leur ai mis les liens vers les vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne YouTube depuis le 16 juin 2023. C'est-à-dire que tous les directs, j'en suis, aujourd'hui c'est le 9e direct, donc tous les directs que j'ai publiés sur ma chaîne YouTube, eh bien, j'ai mis le lien vers ces émissions en direct dans les courriels que j'ai adressés à tous ces juges. Voilà. Et j'espère que ça va leur faire comprendre vraiment, d'une part, que je maîtrise mon sujet, que je connais mon sujet, je connais mes droits, et d'autre part, eh bien, je suis totalement déterminée à obtenir justice et à obtenir les 2 mesures d'instruction que je demande et qui, lorsque je les obtiendrai, eh bien, feront exploser le harcèlement moral, l'entreprise de harcèlement moral du rectorat de Reims et l'organisation irrégulière du conseil de discipline du 21 mai 2019. Voilà, c'est ça que je veux obtenir et je l'obtiendrai. Parallèlement, à chaque fois que j'ai envoyé un courriel au juge que je vous ai présenté, eh bien, j'ai transféré ces courriels, donc 6 pour l'instant, je les ai transférés à ce que j'appelle l'ensemble des hiérarques de l'éducation nationale.
C'est-à-dire que je les ai transférés à monsieur Cyril Bourgerie, qui est actuellement DRH du rectorat de Reims et que je qualifie, je vous l'ai dit, de délinquant en col blanc, première catégorie. Donc, monsieur Cyril Bourgerie a reçu 6 courriels, lui aussi, et évidemment, comme je vous l'ai dit, il y avait 99 personnes en copie ouverte. Qui avait-il comme personne en copie ouverte? Eh bien, il y avait les membres les plus importants du rectorat de Reims, les membres les plus importants du ministère de l'Éducation nationale, les membres de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, et il y avait 50 journalistes de la Marne. J'ai oublié de vous dire aussi que quand j'ai écrit au juge, eh bien, j'ai aussi mis des journalistes de la Marne et de Nancy. Et donc, quand j'écris à M. Bourgerie et à tous les hiérarques de l'éducation nationale, qui sont passivement ou activement complices de toutes les décisions défavorables que j'ai eu à subir depuis 2016, et surtout, bien sûr, des 2 révocations en 2019 et 2021, eh bien, j'ai mis tous ces gens-là en copie afin qu'ils et elles sachent de quoi j'accuse exactement Cyril Bourgerie. Et là, vous voyez, ce que je lui ai mis dans le dernier courriel, c'est les 2 vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne à propos des 2 énormes irrégularités qui ont vicié le conseil de discipline du 21 mai 2019. Donc, premièrement, il s'agit du faux et usage de faux qui a été concocté par Cyril Bourgerie entre les mois de mars et de mai 2019. J'ai expliqué ça dans le direct que j'ai fait la semaine dernière avec Élise. Donc, il s'agit tout simplement d'avoir agrafé, après que j'avais consulté pour la dernière fois mon dossier administratif au rectorat et après que j'en avais fait établir un constat de huissier, eh bien, M. Bourgerie, en tant que responsable de la tenue de mon dossier administratif, il a fait agrafer des documents bien antérieurs à la page à laquelle il a fait agrafer. Et en plus, ces documents n'avaient jamais été versés à mon dossier administratif depuis que je suis professeur dans l'éducation nationale. Donc, ça s'appelle une manipulation frauduleuse et ça peut être qualifié de faux et usage de faux. Et la deuxième irrégularité, sur laquelle j'ai fait une vidéo spécifique, eh bien, c'est que M. Bourgerie, le matin du conseil de discipline, a menti aux 37 autres personnes qui faisaient partie de ce conseil. Il leur a menti délibérément en leur disant que mon dossier administratif était complet et que donc, il n'y avait pas de motif pour reporter le conseil de discipline. Eh bien, M. Bourgerie a menti et je l'ai dit dès que je l'ai appris qu'il avait fait ce mensonge parce que dans mon dossier administratif, cela a été constaté par huissier et cela a été constaté par moi-même et par une témoin en février et en mars 2019, eh bien, il manquait 32 pages. Au moment du conseil de discipline, il manquait 32 pages. Et ça, c'est la faute et la responsabilité de M. Cyril Bourgerie. Voilà, donc, vous voyez, j'essaie de leur montrer à tous ces hiérarques du ministère et du rectorat que je détiens des preuves et cette fois-ci, je vais vraiment m'employer jour après jour à les montrer à l'écran pour que j'obtienne enfin justice de la part de ces harceleurs. Voilà, harceleurs institutionnels. Alors, qu'est-ce que je vais continuer à faire après le 9 juillet? C'est-à-dire à partir de demain. Demain encore, voilà, je recommence. Samedi, vous voyez, hier, je me suis reposée. Aujourd'hui, j'ai repris un petit peu le travail. Et puis, demain, je recommence. Donc, je vais continuer à faire les émissions en direct sur ma chaîne YouTube. Soit toute seule comme aujourd'hui, soit avec des amis qui vont s'entretenir avec moi. Et puis, je vais vraiment essayer de faire beaucoup plus de capsules vidéo publiées diffusées dans les réseaux sociaux. Donc, j'ai créé un compte TikTok et il y a déjà une vingtaine de petites vidéos, mais j'ai publié tout récemment la première dans laquelle je m'adresse vraiment aux personnes qui vont m'écouter. Et puis, je vais aussi créer des capsules vidéo sur mon compte LinkedIn et puis toujours donc sur la chaîne YouTube. Je vais préparer aussi un communiqué de presse que je vais diffuser auprès des journalistes locaux, régionaux et nationaux. Si le juge Éric Mess n'entend pas raison et si il ne rouvre pas l'instruction avant le 17 juillet 2023, eh bien,
je demanderai à mon avocate de déposer une demande de récusation auprès de la présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy, c'est-à-dire Madame Sylvie Favier. Je pourrais faire aussi une procédure particulière qu'on appelle la prise à partie, une autre procédure qui s'appelle l'assignation en référé devant un tribunal judiciaire, et puis, pourquoi pas, j'y ai déjà pensé, j'ai déjà commencé à la rédiger, une plainte pénale par courrier recommandé contre M. Éric Mess, que j'enverrai au procureur de Nancy. Voilà. Et éventuellement, contre M. Philippe Christy, au procureur de Châlons-en-Champagne. Et si le ou la procureure à Nancy ou à Châlons-en-Champagne a envie de classer sans suite ma plainte pénale, eh bien dans ce cas-là, je préparerai une citation directe devant le tribunal correctionnel pour délit de justice et complicité de harcèlement avec les hiérarques harceleurs du rectorat de Reims. Voilà ce que je ferai. J'ai oublié de dire une bonne nouvelle, c'est que mon avocate, dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Maître Alice Lerat, alors elle l'a pas fait tout de suite après qu'elle a reçu l'ordonnance de clôture d'instruction parce que elle est très très demandée en ce moment. Elle se déplace beaucoup en France parce qu'elle a des audiences dans les juridictions administratives. Mais donc mon avocate a déposé il y a 2 jours, vendredi après-midi, elle a déposé le mémoire officiel par lequel elle demande en mon nom la réouverture de l'instruction du dossier géré par M. Mess et les 2 mesures d'instruction que je demande depuis déjà presque 2 ans. Dans le mémoire déposé par mon avocate, Maître Alice Lerat, eh bien, figure la demande officielle de réouvrir l'instruction et la demande officielle de prendre les 2 mesures d'instruction. Voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que maintenant, la présidente de la Cour d'appel administrative de Nancy, Madame Sylvie Favier, le vice-président José Martinez et Monsieur Éric Mess, eh bien, ils ne peuvent pas ignorer que mon avocate l'a demandé en mon nom, tout simplement. Explosion! Réveillez-vous! La vérité, le droit et la justice.